Bonjour à tous, j'ai l'honneur de recevoir Pascal Charvet, donc helléniste, professeur de chaire supérieure de langue ancienne, auteur et co-auteur de nombreux ouvrages sur l'Antiquité. Vous êtes notamment co-auteur du voyage de Strabon en Égypte, des mythes et histoires des constellations et du dictionnaire d'Alexandre le Grand, et également dernièrement d'un ouvrage consacré à Pompéi. Donc vous avez été directeur de l'ONICEP entre 2008 et 2013 et vice-recteur de la Polynésie française entre mai 2013 et décembre 2014, si je ne m'abuse. Je ferai court pour l'instant sur votre CV, hein, voilà, qui est assez impressionnant, il faut le dire. Et donc, vous venez de publier chez Plomb Cléopâtre, Mémoires secrets, ici là, écrit en collaboration avec Sidney Offrère, un égyptologue, archéologue et directeur de recherche au CNRS. Donc voilà pour les présentations. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, Monsieur Charvet, je voulais vous demander qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire ce livre et pourquoi avoir choisi d'adopter une approche de mémoire secret pour explorer la vie de Cléopâtre. Ah, écoutez, merci pour la question, parce qu'en fait, ça a été tout l'enjeu du livre, hein. Nous ne sommes pas les premiers à vouloir réhabiliter Cléopâtre, mais parce qu'au départ, c'était pour moi, comme pour Sinéo Frère aussi, la motivation principale, c'est-à-dire redonner à cette femme son statut, ce qu'elle a été réellement, la femme de génie, la femme de talent, une grande intellectuelle, avec ses failles aussi, mais enfin, avec cette force de vie incroyable. Alors d'autres s'y sont essayés, pas nombreux en fait, hein. Elle n'a pas été souvent, on n'a pas souvent voulu la montrer telle qu'elle était, au-delà des préjugés. Quelqu'un qui l'a très bien fait, c'est Maurice Sartre, je veux dire, c'est remarquable. Donc nous sommes restés dans ce sillage, mais nous nous sommes dit qu'il valait mieux peut-être essayer quelque chose d'autre, parce que les mythes sont tellement forts, c'est ce que me disait souvent Paul Venn, avec qui j'ai travaillé, même à propos de Messaline. Tout le monde veut que Messaline soit la fameuse, quasiment une prostituée. Et en fait, dans la pratique, ça n'est pas ce qui s'est passé. Vous voyez. Donc, en fait, les gens tiennent à leurs mythes et à leurs illusions, et nous voulions trouver un moyen efficace, et nous avons adopté les mémoires secrets, c'est-à-dire une écriture où Cléopâtre raconte toute sa vie. Alors, ça n'était pas simple parce que nous ne voulions pas non plus. Le pari était, alors qu'on découvrait ses mémoires, mais je ne vais pas ce soir en parler, ce n'est pas le sujet, mais une fois découvert, enfin, après la découverte de ses mémoires, il était essentiel que nous donnions vie à cette parole pour lui donner son crédit, évidemment. Et alors, nous avons écrit les mémoires de façon romanesque, parce que le but était de viser un public plus large que celui des spécialistes, mais nous n'avons pas voulu rester là-dessus. Nous avons fait une page numérique qui est accessible à Mm. partir d'un QR code, où le lecteur qui voudra douter des informations, parce que je dirais que presque tout est vrai. Alors évidemment, le personnage lui-même, on lui a donné une chair qui nous apparaissait, enfin une étoffe qui nous apparaissait proche de la vérité, mais pour tous les faits, c'est extrêmement factuel et c'est fondé sur les dernières découvertes archéologiques. Le lecteur pourra trouver, grâce à ce QR code qui lui permet d'arriver, 200 pages de notes commentées. Voilà, mais merci de le montrer. Ceci pour que un public qui voudrait, un public savant, un public qui veut s'informer sur des détails, puisse voir quels sont les débats de la recherche actuelle sur la question, enfin, sur le personnage de Cléopâtre. Voilà. Et puis c'était aussi parce que nous avions appris un peu de manière parfois un peu confidentielle, donc, mais je le dis quand même, que l'IMAP, l'Institut du monde arabe, prépare une grande exposition sur Cléopâtre l'année prochaine à partir de juin, et nous pensions qu'il était important de frapper un coup fort. Et je dirais pour moi personnellement, ça fait des années avec Pompéi, mais déjà avant, que la question des femmes dans l'Antiquité est primordiale. Pourquoi? Parce que je suis d'accord avec les femmes qui travaillent, par exemple, à la Sorbonne sur les études de genre. Je suis 1000 fois d'accord. Il y a quand même un traitement très particulier, je dirais souvent mauvais, enfin un pétinisme désagréable, qui vise à leur ôter, même dans l'Antiquité, ce qu'elles ont d'essentiel, et la force et ce qu'elles représentent, et les fonctions qu'elles ont occupées. Voilà. C'est pour cela donc qu'on a fait ce livre, pour faire entendre la voix de Cléopâtre, avec, d'une manière presque, pas, je ne dirais pas ludique, parce que l'histoire de Cléopâtre n'est pas ludique, mais enfin, elle peut l'être parfois, mais que cette femme au charme immense, au talent inouï, puisse être entendue. Voilà. Au tribunal, c'est un grand mot, mais disons par la postérité.
Alors, je me permets juste de revenir un petit peu sur le début, on dirait le prétexte de l'histoire, c'est qu'en fait vous avez inventé, je ne sais pas si c'était de toute pièce, mais l'idée qu'un moine, donc Bernard de Montfaucon, qui est considéré comme un des pères de l'archéologie moderne, donc qui a vraiment existé, Oui. aurait trouvé les mémoires de Cléopâtre, qui les aurait ensuite traduits. Alors, est-ce que ça repose sur je veux dire, votre imagination, ou est-ce qu'il y a eu Alors, possibilité qu'effectivement que Montfaucon ait trouvé des papyrus relatant je vais vous vendre la mèche tout simplement pour la fabrique. C'est Sidney Aufrère qui travaille sur, qui travaille particulièrement cette question, parce qu'il travaille avec sa femme sur les Montfaucon et Briouat très souvent. Hein. Mhm. Et donc, l'idée a été, mais c'est fictif, hein, j'insiste bien, parce qu'on ne va pas tromper les gens, Non, mais c'est pas d'imaginer dit dans comme le livre, donc c'est vrai que pour le lecteur complètement néophyte, il y a une part de doute. il pourrait croire. Mais en fait, ils ont trouvé beaucoup de choses. Hein, je veux dire, ils ont trouvé une foule de manuscrits, mais cette découverte-là, non. Simplement, nous l'avons traitée d'une manière extrêmement fidèle à la façon dont travaillaient les moines de l'époque pour montrer ce qu'a été ce moment humaniste aussi de déchiffrement, enfin, des manuscrits. Et là, il se trouve que c'était à la fin du XVIIe siècle. Mais si vous voulez, et c'est intéressant parce que dans la tradition, c'est là, je vous disais justement, réhabiliter Cléopâtre. J'avais fait autrefois une édition de Propers. Rassurez-vous, je vais juste vous Je vous lire en prie. simplement pour que vous voyez Propers qui écrit cela 3-4 ans après la mort de Cléopâtre et qui fait partie du cercle d'Octave Auguste, qui n'est pas tellement coutumier du fait, mais qui a dû, parce que ce n'est pas son genre, c'est vrai, il est beaucoup plus subtil, mais et Auguste lui a demandé, et Mécène aussi. Voilà ce qu'il écrit, pour vous voyez quand même ce que l'histoire a transmis. Que dire de la femme qui naguère attacha ses souillures à nos armes et qui, usée par les étreintes de ses esclaves, a réclamé pour prix de son mariage obscène les murs de Rome et les sénateurs livrés en esclaves à son pouvoir royal. Ainsi, une putain, reine de Canope, l'a corrompue. Seule flétrissure marquée au feu sur la race de Philippe, à notre Jupiter a osé opposer son aboyeur d'Anubis et forcer le Tibre à subir les menaces du Nil. Alors, je vous en passe et je termine, parce qu'il y a des choses bien plus dures. Tu as eu beau fuir, Cléopâtre, vers les flots vagabonds du Nil épouvanté. Tes poignets ont reçu les chaînes romaines. J'ai vu tes bras mordus par les serpents sacrés et tes membres absorber la marche obscure du dernier sommeil. Donc, vous voyez, cette femme, tout en élégance, tout en charme, qui pouvait être une souveraine aussi cruelle, c'est certain, mais l'avoir ainsi défigurée parce qu'elle est femme, simplement, hein, disons-le, et surtout qu'elle est femme gréco-orientale. C'est cette double appartenance qu'elle a toujours revendiquée parce elle a à la fois, elle est peut-être, je dirais, la quintessence de la culture hellénistique, parce qu'en elle, elle avait tout pour être aimée par César, tout ce qu'un Romain pouvait adorer, une culture littéraire remarquable, une culture scientifique. Je ne vais pas le développer ce soir, mais simplement, elle a participé avec Socygène, le grand astronome qu'elle a présenté à César, à la réforme du calendrier julien. Donc, c'est quelqu'un qui sait de quoi elle parle quand elle parle des constellations, d'Hipparque, enfin des grands astronomes. Donc, c'est quelqu'un d'absolument inouï. Et voilà comment on finit par la traiter, parce que c'est une reine gréco-orientale. Et cela, ça permet de... Enfin, j'aurais juste voulu insister là-dessus, parce que c'est ainsi que comment dire, à l'époque, on voit se dessiner, j'allais dire, un mouvement important entre l'Orient et l'Occident. Quand je dis se dessiner un mouvement, c'est parce qu'il n'a pas eu le temps d'aboutir. Mais il aurait pu, et c'est là, parce que, si vous voulez, ce que voulait Cléopâtre, et César aussi, parce qu'en fait, tout s'est joué sur très peu. Très peu. Je rappelle simplement un fait. On sait que Cléopâtre, que rapporte aussi Maurice Sartre, enfin que Cléopâtre le raconte, mais elle rencontre César une semaine avant son départ, juste avant les Ides de Mars. Après les Ides de Mars, que fait César? On ne le dit pas assez. César a déjà toutes ses légions qui sont en Illyrie, c'est-à-dire l'équivalent d'Albanie aujourd'hui actuelle. Ben, c'était l'endroit où l'attendait d'ailleurs Auguste, enfin Octavien, ce n'est pas encore Auguste, Octavien, et pour aller combattre contre les Parthes et, j'allais dire, pacifier l'Orient, appuyé financièrement par Cléopâtre, ça elle l'a fait, elle le fera aussi avec Antoine, et de là revenir et repasser éventuellement par l'Égypte. La campagne doit durer 3 ans. Donc, il ne s'agissait pas d'aller faire une guerre. César c'était en quelque sorte son dernier coup d'éclat.
Il a été tué juste avant. Mais nul doute que ces pôles d'autorité qu'aurait pu être Alexandrie, parce qu'il a apprécié, aimé l'Égypte, Alexandrie, comme Marc-Antoine, on aurait pu avoir deux pôles d'autorité, deux forces réelles dans la Méditerranée. Et face à cela, et on peut les comprendre, parce que je crois qu'on ne voit pas, il ne faut pas dire non plus il faudrait pas dire que les Romains sont forcément, enfin j'allais dire, racistes, ils ne l'étaient pas du tout dans la pratique. Ce qui lui reproche à Cléopâtre, c'est d'être une reine aussi, surtout. Le gréco-oriental en plus, mais c'est déjà d'être une reine. D'être une reine, donc, qui va amener, que ce soit César ou Antoine, à glisser vers ce que Comfort appelle un roi démocrate. Cette tentation était très forte chez César. Et tout cela pour essayer de dessiner le nouvel empire d'Alexandre le Grand, réunissant ainsi Rome et Alexandrie. C'était le rêve de Cléopâtre. Et c'est contre quoi toute la campagne d'Octave Auguste qui en tenait pour les valeurs romaines, pourtant est aussi, et j'insiste bien, à toutes les connivences possibles avec Cléopâtre, parce qu'il a son compagnon Areios qui est toujours avec lui, qui est un philosophe stoïcien grec. Ce n'est pas qu'il n'aime pas les Grecs, ni la culture grecque, mais c'est qu'il fait partie de ces Romains qui veulent mettre en avant, c'est un tournant de l'histoire, on le voit avec Ovide aussi après, tournant de l'histoire où la latinité veut s'affirmer plus fort, tout en étant toujours imprégnée, c'est vrai, par les Grecs, mais à distance, à la différence d'un César ou d'un Marc-Antoine, qui nage naturellement, je dirais, dans la littérature grecque, dans l'art grec aussi. Enfin, voilà. Alors, je me permets une autre question, mais quel parallèle faites-vous justement entre la fascination pour Cléopâtre et celle pour d'autres figures du monde grec, notamment Alexandre le Grand? Parce que c'est vrai que l'époque hellénistique, souvent pour le grand public, se résume à ces deux grandes figures, donc celle qui va inaugurer la période et puis celle qui va la conclure. Et est-ce que vous pouvez apporter un parallèle? Alors vous le faites dans votre livre, mais est-ce que vous pouvez éclairer nos auditeurs sur le parallèle qu'on peut faire entre Alexandre et Cléopâtre? Alors, on peut faire un grand parallèle entre Alexandre et Cléopâtre, sauf qu'Alexandre était un homme et que Cléopâtre était une femme, et qu'elle n'a pas dirigé les armées elle-même, même si c'était enfin, qu'elle était entraînée sportivement, ça on le sait. Donc, la différence est là. Et il y a une fascination dès le départ. Il faut savoir que le tableau enfin, la fresque, pardon, qu'on contemple à Pompéi, Alexandre, bien sûr, dit sa fameuse bataille avec les yeux noirs d'Alexandre, est une copie de celle qu'il y avait dans le palais, dont on sait qu'il était à Antirodos, maintenant grâce à Franck Gaudiot, le palais de Cléopâtre. Donc, elle a vu cela, il y avait le tombeau autour duquel tournait la vie d'Alexandre, le soma, autour duquel tournait la vie alexandrine, et donc elle a été élevée, et elle a voulu, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'a pas été la seule. Et pour ça, d'ailleurs, que Maurice Sartre s'est intéressé à ces deux reines. Elle a été celle qui a clos évidemment l'histoire. J'allais dire, pour elle, les valeurs d'Alexandre, nouveau Dionysos qui partait à la conquête de l'Inde, hein, étaient celles d'un hellénisme triomphant. C'est-à-dire que c'est un rêve d'universalisme qu'elle partage. Elle fait partie, comme Alexandre, elle est mobile. Comme Alexandre, elle ne méprise pas les barbares, elle parle le perse, bien sûr le perse, bien sûr, mais bien entendu l'Égyptien, enfin elle parle plus de 9 langues, c'est une vraie polyglotte, et donc elle a tout, ça n'est plus la même époque, mais elle a le même esprit qu'Alexandre, qui évidemment imposait évidemment à ses soldats, on le sait, d'épouser des femmes grecques, c'est-à-dire qu'elle fait partie de ce monde du métissage. Et c'est ce qu'aujourd'hui Édouard Glissant appelle la créolisation du monde. On l'a connu à cette époque. Et Cléopâtre a été la quintessence de cette volonté, si vous voulez, d'ouverture. Alors avec, bien sûr, après, tout ce qu'une reine peut avoir, évidemment aussi, j'allais dire, d'autoritaire, et parfois de cruel. Elle a vécu des choses terribles. Mais elle incarne, pour moi, si vous voulez, un modèle qui était celui qui reste, c'est-à-dire Alexandre, se distinguant, on le sait, d'Aristote, qui lui prenait les barbares pour les plantes, quasiment qu'on pouvait déplacer. Et non, elle était beaucoup plus fine que cela. Alors, elle a failli réussir avec César, donc pour dire les choses simplement, elle ne pouvait pas seule disposer de la puissance nécessaire pour arriver à réunir, comme elle le disait, l'Orient et l'Occident pour leur bonheur. Et le drame, c'est qu'elle s'est appuyée sur Antoine pendant qu'Octave Auguste, malheureusement, qui n'était pas très
très fort. Enfin, je n'étais pas un grand stratège du tout, on le sait, mais intelligent, fin politique, ça sans nul doute, et surtout, qui avait trouvé une sorte de double qui était Agrippa, général remarquable, qui avait tout hérité de César, on pourrait le croire, et qui donc était beaucoup plus vif. Enfin bon, je ne vais pas entrer dans le détail de la guerre, des différentes guerres, elles sont nombreuses, mais ça a été, je dirais, ce qui a évidemment coulé un peu la pauvre Cléopâtre, hein, c'est-à-dire de s'appuyer sur quelqu'un qui a commis des erreurs importantes. Enfin, je peux en citer une simplement, parce qu'il il a voulu être honnête d'une certaine façon dans ses relations avec Octavien, pardon, puisque c'est Octavien à l'époque. Mais par exemple, quand Octavien est aux prises, dans les années 36 et suivantes, avec Sextus Pompée, qui a une flotte, Donc, le fils de Pompée le Grand, oui. Qui bloque l'alimentation, il faut le savoir, l'alimentation de Rome, hein, qui à ce point gêne Octave. Un bon politique ne fait pas mettre à mort, j'allais dire, une fois qu'il a été abattu, parce qu'il a été, ils ont mis du temps à le battre, enfin, Octavien n'a pas réussi, Agrippa a fini par y arriver, mais ça a pris énormément de temps. Et à ce moment-là, au lieu de récupérer la flotte de Sextus Pompée, alors, est-ce lui qui a directement commandé, ou son général? Enfin bon, la question reste posée. Toujours est-il que c'est le camp d'Antoine qui a fait mettre à mort Sextus Pompée. Or, quelles sont les conséquences de cet acte? D'abord, c'est beaucoup plus facile maintenant, puisqu'il n'y a plus Sextus Pompée qui était quand même puissant, et quand même une flotte de 400 vaisseaux, enfin, ce n'était pas rien. Et donc, il a évidemment les vaisseaux ne sont pas chez Antoine, et par ailleurs, et surtout, Octavien a les mains libres pour s'en prendre à eux. C'est-à-dire, enfin, les fautes politiques comme ça, il y en a plusieurs hein, qu'il a accumulées, alors que c'était un grand soldat sur le terrain, c'est nul doute. Donc je me permets une dernière question donc, au sujet de Cléopâtre. Quelle est donc selon vous la place des femmes dans le monde hellénistique? Est-ce que certaines mériteraient d'être un peu plus mises en avant? Est-ce que Cléopâtre est une exception ou est-ce qu'elle représente un modèle? Alors, je dirais franchement qu'elle représente probablement ce qu'il y a eu de plus abouti dans la tradition des reines. Et on a les reines de Cyrène, bien évidemment. On a des grandes reines aussi juives. Enfin, on a des reines de l'Antiquité. Je citais une autre reine qui va dire qu'elle naît alors qu'elle ne l'est pas, mais peu importe, elle l'est, je dirais, spirituellement descendante de Cléopâtre, c'est Zénobie. Oui. 2 siècles et demi, 3 siècles après, Palmyre. Zénobie va revendiquer aussi. Palmyre, oui. Voilà, oui, absolument, de Palmyre, et qui avait auprès d'elle Longin, des philosophes aussi, mais poussé aussi loin, si vous voulez, l'imitation d'Alexandre, avec en plus, j'allais dire, une vie qui a été extrêmement difficile, parce que Cléopâtre a survécu à des choses atroces. Je voulais juste vous rappeler, quand elle assiste, parce que ça c'est une chose, je vais juste le lire un tout petit peu, c'est le massacre, enfin c'était un massacre. Ils sont tous tués, tous ceux qui sont opposés ou qui ont, dit-il, qui l'ont trahi, c'est-à-dire le père, évidemment, Olette, on appelait le funiste, le père de Cléopâtre, et sa sœur Bérénice, tout simplement, enfin je le rappelle pour les auditeurs, sa sœur Bérénice, pendant que son père était parti à Rome pour chercher de l'appui contre les Alexandrins, était devenue reine et a régné pendant 3 ans. À son retour, voilà, la dérision sinistre que traîne avec elle la mort ne m'a pas empêché d'être sensible au courage de ma sœur, qui, après quelques vaines supplications, a fini par bouleverser le rituel du sacrifice. Son père a décidé de l'exécuter. Dans un mouvement de défi, elle a déchiré son vêtement, et exposant ses seins, elle a tendu sa gorge au bourreau. Elle n'a pas cessé de fixer mon père de toute la force de son regard sous les yeux de la foule que contrôlait un détachement de légionnaires. Bouleversé par le sort de mon aîné, j'étais en même temps consciente d'être trop jeune pour choisir un parti. Pas un des Alexandrins présents n'a osé protester médusé par le spectacle d'un père qui décidait à l'instar de la Pâque de trancher le fil de la vie de sa propre fille, et ainsi de suite. Et donc, je suis demeuré impassible, mais le souvenir de cette scène sanglante est resté vif en moi, la mort et le soupçon rôdaient partout. L'aile de Thanatos planait au-dessus du palais. J'éprouvais une sensation de vertige. La violence et la douleur démesurée de notre histoire familiale s'imposaient brutalement à moi. Elle avait 12 ans. Donc,
Et cela, la scène est tout à fait, enfin, je veux dire, connue, évidemment. Il avait obligé les membres de la famille à assister à l'exécution de sa propre fille, de Léméolette. Et donc, on voit le courage qu'il a fallu à cette femme, cette force de vie et cette force d'âme pour arriver à finir par reconstituer, parce qu'avant sa mort, elle avait reconstitué l'empire originel des Lagides, enfin le royaume originel des Lagides, qui était avec la Cyrénaïque, enfin Chypre qu'elle avait récupéré, etc. Donc voilà une femme d'État exceptionnelle, et c'est pour ça que voilà, c'était, on tombe amoureux de Cléopâtre quand on fait effectivement un livre sur elle, mais c'était rendre à cette femme inouïe quand même un peu le respect qu'on lui doit. Voilà, c'était un peu ça l'idée pour moi. Très bien. On pourra conclure au sujet de Cléopâtre sur ces mots, si ça vous dérange pas, Monsieur Charvet. Bien sûr. Comme ça, je peux peut-être embrayer sur l'autre thème dont je voulais vous parler. Vous avez remis en 2018, donc ministre de l'Éducation nationale, à l'époque, donc c'était Monsieur Blanquer, un rapport assez remarqué sur la valorisation des langues anciennes, intitulé Les humanités au cœur de l'école. Vous êtes aussi d'ailleurs à l'initiative du site Odysseum, donc qui regroupe des ressources sur les langues, les cultures et les civilisations de l'Antiquité, donc à destination des élèves, étudiants et aussi enseignants. Donc vous avez un regard très aiguisé sur l'état de l'enseignement, on dira des classiques, comme disent les anglo-saxons, mais enfin voilà, de l'histoire antique au secondaire notamment. Et quel est votre regard actuellement sur l'enseignement de l'histoire antique ou même des langues anciennes dans notre système scolaire? Ben, écoutez, là, je vais être très franc, hein, je n'ai pas vraiment de devoir de réserve, je ne dirais pas de mal. Moi, j'ai pu monter Odysseum, mais disons que toutes les choses étaient plus faciles quand Jean-Michel Blanquer était là, même si ça n'était pas simple, parce qu'il n'avait pas les moyens qu'il espérait souvent, mais néanmoins, les choses pouvaient se faire, se construire dans le temps. Donc, on ne peut pas dire qu'on ait été à ce moment-là, si vous voulez, menacé. Mais il n'en reste pas moins que depuis, ça n'est pas simple. Je le dis franchement, ça n'est pas simple parce que nous n'avons, enfin, il n'y a pas de suivi réel. Il y a eu un mal qui a été fait fondamental. Il faut le savoir. C'est à la fois, enfin, ça concerne aussi bien l'histoire ancienne, dont je dirais un mot aussi, que les lettres classiques. C'est qu'à partir du moment où on a éliminé de tous les endroits, de tous les collèges, ce qui pouvait être, et ça c'est Madame Belkacem, ne l'oublions jamais, c'est pas contre elle, mais c'est son Généralité, oui. et ça, personne ne peut oublier que l'enseignement français s'est effondré à ce moment-là. Il était fragile et il s'est effondré. Et ce que les autres ont essayé de faire après, c'est de restructurer, mais c'était quasiment impossible parce qu'ils ne sont pas revenus, très timidement seulement, parce qu'elle a supprimé tout ce qui était, alors aussi bien section bilingue dans les endroits difficiles, parce que, dit même le latin, le grec le plus possible, parce que ça créait des filières par lesquelles les gosses, j'ai enseigné presque la majeure partie de ma vie, j'allais dire en Seine-Saint-Denis, volontairement. Voilà. Et même en cas, et même je faisais les préparations pour l'IEP à ce moment-là. Ça a été, et j'en ai eu un bonheur immense parce que ça m'a été rendu au centuple par les étudiants que j'accueillais, qui venaient de section et qui réussissaient. Donc, si vous voulez, ça, c'est, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est si difficile de reconstruire dans un paysage qui a été complètement, j'allais dire, sinistré par Madame Belkacem, au nom de l'égalitarisme, parce que alors qu'un gosse, un enfant, un ado de banlieue, la seule chose qu'il souhaite, c'est de s'en sortir. Et c'est pas, si vous voulez, c'est cet esprit. Et moi, j'avais des filles quand même qui bossaient en Cagne ou qui préparaient Sciences Po et qui travaillaient chez Carrefour le week-end. C'était tout ça. C'était ce public que j'ai eu. Et j'en suis très heureux. Avec des coins, on a pu monter à l'époque, justement, ces fameuses sections où on les préparait. Alors voilà. Alors, il y a ça. Et il y a aujourd'hui quand même, ce que je peux raconter, c'est qu'il y a eu pour l'enseignement, parce que l'enseignement de l'histoire, pour l'histoire antique, n'a pas non plus été très soutenu. Parce que certains considéraient, et oui, il y a eu certains inspecteurs généraux qui m'ont répondu gentiment, puisque j'étais inspecteur général, oui, mais Pascal, tu comprends, ça les intéresse trop. Pas tous, hein, je veux dire, après il y a eu, mais ça les intéresse trop, donc les professeurs, alors l'Égypte, n'en parlons pas, hein, donc il fallait resserrer ce qui intéressait les élèves, parce qu'autrement, ils ne verront que ça, ils n'auront pas fait ceci, cela, enfin bon. Et donc, pareil pour le latin et le grec, parce qu'on a fait effectivement des sondages, et ça m'intéresse pour monter Odysseum, il y a eu un sondage du ministère, non officiel, sérieux, qui avait d'ailleurs coûté assez cher, mais fait très bien. Eh bien, auprès de gosses de toute la banlieue, eh bien, de 13-14 ans,
ce qui venait en premier, mythologie et l'histoire, Mm. en premier, quel que soit, et en second, l'histoire des mots. C'est-à-dire tout ce qu'on ne fait pas. Alors, je ne dis pas qu'il faut passer son temps à faire ça, mais on pourrait travailler sur les désirs des élèves, parce que ce qu'on ne comprend pas, et moi qui me fait de la peine, c'est Lévi-Strauss le disait avec une telle justesse, que le relativisme, si vous voulez, moi, ça m'a toujours paru ce qui avait de plus intéressant. Le relativisme, oui, mais ça devient un danger mortel quand on étudie les cultures en général et qu'on ne connaît pas la sienne. Si l'on ne connaît pas sa propre culture, si l'on ne connaît pas l'histoire de Cléopâtre, si je reprends le exemple de Cléopâtre, si on ne sait pas ce qu'a été cette femme, d'ailleurs on aura une conception de la femme antique complètement erronée, mais surtout, on ne comprendra pas ce qui s'est passé entre l'Orient et l'Occident, cette volonté de les réunir au lieu de les opposer à certains moments. Et l'intérêt de ces peuples auxquels vous vous intéressez, moi je pense qu'il est complètement absurde de ne pas s'intéresser à tous ces peuples qui ont de vraies civilisations. Père Marian l'a fait magnifiquement pour les Perses, j'allais dire J'essaie de évidemment. le faire très très modestement à travers ma chaîne et puis aussi Oui, mais mon c'est prochain important, livre, Maurice. mais bon, je ne vais pas parler Tout, tout, de moi. tout cela est réévalué et que les élèves n'en sachent jamais rien, ça me choque profondément parce que je pense que il y a une fonction, c'est faire travailler leur imaginaire, et c'est pas du tout pour dire que dire le monde était gréco-latin avant. Ce serait une absurdité. L'Empire romain était une machine à assimiler. Enfin, Bien sûr. terminer par la phrase quand on apprend qu'un Gaulois, par exemple, hein, qui vivait à Toulouse, va tout simplement faire sa carrière comme archonte à Athènes toute sa vie, puis il revient se faire enterrer à Toulouse. Non, cette mobilité et ce fait que dans l'Empire, il y avait oui, ce côté quand même très positif, je parlais tout à l'heure du métissage et de la créolisation qui est réel, eh bien, devrait nous faire réfléchir aujourd'hui et faire découvrir aux enfants. Vous voyez, alors je ne dis pas que les programmes ne s'en emparent pas, mais Mais je c'est pense. très light, hein. Moi, j'enseigne en seconde. Je peux vous dire, là, le thème, c'est la Méditerranée antique, Oui, ça. les empreintes grecques et romaines. Donc, bon, le sujet est assez large, donc ce qui me permet, par exemple, de moi de parler objectivement l'histoire hellénistique, parce que, voilà, rien ne m'empêche d'en parler, mais c'est très, très allusif. Un petit peu Athènes, un petit peu l'histoire hellénistique, un petit peu la guerre du Péloponnèse, mais c'est vraiment très, très léger. Et je trouve ça vraiment très, 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 très dommage, justement, qu'on ne parle pas des relations entre le monde grec, romain, et l'Orient. Enfin, c'est vraiment très, très dommage. Et je veux dire, plus ça va et plus c'est réduit à la pension congrue, parce qu'il y a encore quelques années, il y avait des thèmes assez complets, voire même assez complexes sur la citoyenneté grecque et romaine. Je me souviens qu'il y avait des thèmes sur l'édit de Caracalla, et donc il fallait quand même Oui, s'accrocher. Et là, maintenant, le nouveau programme depuis 4-5 ans, c'est vraiment très très léger, parce qu'ils ont mis Rome et Athènes dans le même chapitre. Alors moi, volontairement, je le coupe en deux. Hein, je fais le monde grec, un de la géo, et après j'enchaîne. Voilà, mais en gros, si le prof il fait en fonction de ce qu'on lui a dit, il va balayer ça très rapidement. Enfin, je trouve ça quand même vraiment malheureux. Et vous avez tout à fait raison. C'est la primauté à l'histoire contemporaine, on le Ah voit de bah manière complètement. dramatique. Ce qui est une histoire qui oublie ses origines, et c'est pas simplement des origines. Je veux dire, les gens, on sent un ami là qui a fait ce livre merveilleux quand les dieux rôdaient sur la terre, hein, dans son émission de France Inter justement. Tout le monde suit et tout le monde s'intéresse. C'est-à-dire que on a tort de sous-estimer le poids de ce qui s'est passé à certains moments dans l'histoire. Et cette civilisation a pas mal de leçons d'une Et certaine cette manière. modernité, moi, que j'étudie justement avec les élèves, la guerre du Péloponnèse, mais je leur dis, vous voyez, c'est la guerre froide. Enfin, on n'a rien inventé. Enfin, c'est Athènes, c'est les États-Unis, Sparte, c'est l'URSS. Bon, après, je pars dans des choses un peu, voilà, empire thalassocratique, Oui, empire tellurique, etc. Bon, quand j'ai des élèves, voilà, d'un mais certain intérêt. l'expédition, Mais il y a moyen de faire des choses à très bon niveau. Moi-même, vous voyez, vous parlez de Seine-Saint-Denis, j'enseigne à Roubaix, en lycée technologique à Roubaix. Donc c'est quand même pas un oui, public qui baigne dans un environnement socioculturel très favorisé, et ça les intéresse, ça les fascine. Et justement, je trouve ça vraiment dommage qu'un inspecteur dise il faut pas faire quelque chose qui intéresse le prof, mais au contraire, c'est parce que moi-même je suis passionné que les élèves je crois vont être entendre, passionnés. Enfin, ils prennent le problème à l'envers. Je trouve ça vraiment malheureux. je crois entendre un ami, François Martin, qui est le président de la CNARELA, qui lui enseigne aussi, pas tout son service, une partie en service en lycée technologique et qui pense la même chose. L'intérêt des élèves, l'éveil. Enfin, moi, alors, sur ces sujets, je deviens très dur, hein, parce que je ne supporte pas cette fermeture d'esprit qu'on ne cherche pas
il faudrait qu'ils puissent venir à des cours au lycée. Enfin, il faut trouver le moyen. Oui, on parle toujours du vivre ensemble. En fait, c'est éduquer ensemble qui serait juste. On ne le fait pas. Et donc, le résultat, c'est qu'il y a toute une forme de culture qui peut échapper si des gens comme vous, Benoît, ne le font pas, ou d'autres, je pense à tous ces professeurs qui le font chaque jour, mais qu'ils n'auront pas. Les inégalités, elles commencent là et pas ailleurs. Et c'est pas en supprimant cela qu'on crée l'égalité. Là, on crée le désastre, la pauvreté et la frustration. Donc, si vous voulez, moi, je suis très dur sur ces gens qui ne jugent qu'à l'aune d'un maigre savoir qu'ils ont et qui ne voient pas ce qui peut passionner les enfants. Parce que enfin, je parle d'enfants, ça peut être les enfants, mais ça peut être aussi les adolescents. On le voit très bien. Ils ont besoin d'assimiler culturellement toute une série de choses, avec un regard critique, bien sûr, mais même sur les religions, c'est évident. C'est la seule époque, c'est Yourcenar qui le disait, reprenant Flaubert, où les hommes sont seuls. Si on prend par exemple l'époque, je ne sais pas, 1er siècle avant Jésus-Christ, au moins jusqu'à Adrien, c'est ce qu'elle disait, mais c'est la seule époque où l'homme est seul vis-à-vis des dieux et se pose des vraies questions et ne les résout pas par une religion révélée ou par un livre sacré. Non, il y a vraiment un homme dans la nature, dans une toile connectée avec laquelle on essaye de comprendre. Et c'est là où la science s'est inventée aussi, ne l'oublions pas, avec les Grecs. N'oublions pas, Eratosthène s'est découvert, et Ptolémée, le dernier, avant que triomphe, enfin, à l'époque d'Adrien, exactement au IIe siècle, et Ptolémée, le dernier rempart de la science. Ptolémée, le géographe, hein, pas Ptolémée, les Lagides, hein, je précise pour. Oui, non, c'est pas les Lagides. Le dernier Ptolémée, pardon, mais vous avez raison, parce que c'est vrai qu'il porte le nom de Ptolémée. Non, le dernier des Lagides, évidemment, c'était bien avant. Mais si on pouvait refondre, je me permets de rebondir pour conclure, mais je me permets de vous le dire, mais c'est vrai qu'il y a un déséquilibre vraiment des périodes dans le secondaire. Quand on voit qu'on fait en seconde 2500 ans d'histoire, c'est-à-dire qu'on commence avec Périclès et on termine avec Louis XIV, voilà. Ouais. Et encore, je ne parle pas de la géo. Et après, en première, on fait que le 19e siècle. Donc, Révolution, on termine Troisième République. Il y a quand même un énorme problème. Et concrètement, on devrait faire la moitié de la seconde, histoire antique et médiévale, et ensuite faire la moderne. Et là, ils ont totalement déséquilibré. C'est-à-dire qu'en seconde, les thèmes sont très, très intéressants. Hein. J'avoue, c'est des programmes vraiment passionnants. Mais ensuite, c'est totalement déséquilibré. Et on fait que de la contemporaine. Je veux dire, on fait un siècle et demi d'histoire sur 2 ans, alors qu'on fait 2500 ans sur toute la seconde. Donc il y a vraiment un gros souci. Il faudrait vraiment refondre les programmes pour permettre vraiment de laisser une place. Et quand on parle d'histoire antique, mais moi ça me tue aussi qu'on fasse pas l'histoire antique. Voilà, au moins un chapitre. Je dis pas, voilà, au moins 1 heure l'Empire perse, 1 heure sur l'Empire des Han, 1 heure sur, je sais pas moi, les peuples, ça peut être les Scythes, ça pourrait être voilà les Germains. Enfin, je trouve ça vraiment extrêmement dommage d'avoir déséquilibré à ce point-là les programmes. Il y a des pays qui le font. Je prendrai l'Italie, je prends l'Espagne. Cultura classica, c'est la culture antique. Oui, j'étais étonné de voir dans le rapport justement que en valeur de latin, les Espagnols sont les numéros 1 d'Europe. Tous les élèves, et ça implique aussi, bien sûr, l'histoire. C'est pas la langue, c'est seulement la troisième en Espagne qu'on le fait. Donc il y a des pays qui sont conscients, et quand on voit leurs résultats dans les évaluations internationales, on comprend, parce on lit tellement plus facilement, j'allais dire, le français quand on a compris un peu ce qui s'est passé avant. Enfin, c'est tout. Mais enfin bon, ça, c'est un autre sujet. Bah, écoute, je suis extrêmement flatté. Et puis, votre livre vraiment formidable. Il faut quand même s'accrocher. Il est pointu quand même. Hein. Voilà. Ah. Ouais. Non, je me le dis, mais c'est plutôt un éloge. Hein, mais c'est vrai. Dans tous les cas, c'est une Cléopâtre, j'allais dire, est vraie. Là. Enfin, ouais, au moins. C'est émouvant. C'est ce qu'avait dit Olivier quand il m'avait appelé. Il m'a dit, Benoît, vraiment, c'est un livre émouvant. Voilà, parce qu'on a l'impression que c'est un monde qui se clôt sous nos yeux. Un tout petit peu ressuscité. Voilà. Le monde sera un peu plus beau.